Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce JT série du mois d'avril 2018. On vous rappelle en préambule que c'est la dernière semaine pour voter pour les fanatiques au Bordeaux Geek Festival et on serait, j'avoue, hyper contente et content si on gagnait. Alors on ne sera pas beaucoup plus riche, on n'ira pas tourner à Los Angeles, on n'aura pas un showrunner de dingo pour nous aider à décrypter Westworld. En revanche, votre estime nous fait plaisir, tout comme vos likes, hein, c'est un petit peu la même chose. Et si on a un petit trophée à mettre là, dans l'air, parce qu'il n'y a pas du tout de table, alors on peut le mettre ici, mais on ne verra plus personne, ça nous ferait plaisir aussi, donc votez pour nous. Le lien est dans la description. On a enfin les premières images de Night Flyers, qui est donc la série adaptée d'une nouvelle écrite par George R.R. Martin, qui est le papa de Game of Thrones, comme tout le monde le sait, dans notre cœur à jamais. Il a écrit en 80 un premier film, il est sorti en 87, et lui il décrit cette histoire comme une maison hantée dans un vaisseau spatial. En fait l'histoire c'est plusieurs scientifiques qui sont à bord du Night Flyer, qui est un énorme vaisseau spatial, et ils vont à la rencontre d'une civilisation extraterrestre. Évidemment ça ne se passera pas comme prévu, sinon on regarde pas la série, hein, parce que s'ils sont en train de faire la popote et si c'est le loft dans un vaisseau spatial, bon finalement il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais il y a encore des méchants aliens, ça va finir en boucherie, enfin tout le team quoi. Des images aussi, un vrai trailer pour la première série danoise produite par Netflix qui s'appelle The Rain. The Rain c'est l'histoire donc c'est un monde post-apocalyptique, moi j'aime beaucoup, je sais pas si vous aimez, moi je suis absolument fan de ce genre d'histoire. C'est une pluie qui a décimé la moitié de l'humanité et il y a un frère et une sœur qui sont dans un bunker avec leur père dit en gros je vais chercher des clopes, je reviens, enfin pas vraiment, enfin il dit plutôt j'ai la solution à tout ça, je reviens. 5 ans plus tard il n'est pas revenu, elle décide de sortir du bunker pour aller chercher leur père qui donc a la clé contre ce mal, contre cette épidémie, hein, cette pluie mortelle, et ils vont rencontrer en chemin une bande de jeunes survivants et là on va aller un peu à la rencontre des survivants, un petit côté je pense Walking Dead qui ne nous déplaira pas. The Rain sera d'ailleurs en compétition officielle au festival Sérimania qui se tient à Lille du 27 avril au 5 mai et si vous êtes à Lille dans les parages, si vous pouvez y aller, allez-y, c'est vraiment un super festival de séries et vu qu'il y a énormément d'avant-premières, ils vous ont concocté une petite infographie, enfin une très très chouette infographie pour faire un peu les choix, un peu le truc dont on est le héros, si vous aimez ça, allez voir ça, etc. Enfin on va vous mettre le lien, c'est vraiment génial. Ryan Murphy, je sais pas quand il dort. J'aimerais connaître son secret. Je pense que cette personne a vendu son âme à un moment donné au diable, à quelque chose de supérieur. Il est supérieur à nous, il sort 1 milliard. J'ai l'impression que chaque truc qui sort, il est dedans. Enfin, chaque truc chambé qui sort, il est dedans. Avec Brad Falchuk, son compagnon, son compère de toujours. Donc Ryan Murphy, il a signé un contrat d'exclus, comme Léo le disait dans le JT Actu février des séries, avec Netflix, un contrat d'exclus de 300 millions de $. Mais il ne prend effet qu'en juillet, donc pendant ce temps-là, le mec il continue à sortir ses projets sur la Fox, sur FX, et là on a un trailer pour Pose qui s'annonce absolument magistral et magnifique, à peu près tout ce que ce mec touche. Pose, c'est donc l'émergence dans le New York des années 80 d'une culture underground, littéraire, ciné. C'est aussi ce qu'on appelle la bold culture, qui est la culture underground LGBTQ. Et aussi, on assiste à l'émergence du luxe selon Trump, hein, donc très discret, hein, la discrétion, pas du tout bling, non je déconne, totalement bling bling. Ce qui est très très cool, c'est que, alors si vous aimez pas la musique, les drames musicaux, ça vous plaira pas forcément, moi j'aime beaucoup ça. Ça va être encore des couleurs super franches, super vives, il s'excuse de rien, Ryan Murphy il a bien raison, surtout que là, il a passé des mois à réunir un casting ultra divers qu'on n'a pas encore vu à la télé, un casting avec beaucoup de personnages d'acteurs, actrices transgenres et de la scène queer, et ça on est contente et on est content de voir ça à la télé. Enfin, ça sort le 3 juin, ça s'appelle Pose. Alors là on est content, mais c'est beaucoup moins joyeux puisque Netflix a annoncé bosser sur une série True Crime. La mode du moment, vous savez, donc sur des vraies affaires, élucidées ou non, et là c'est sur l'affaire du petit Grégory qui est toujours non résolue depuis 1984 je crois, où le petit Grégory Villebin avait donc été retrouvé 4 ans, il avait 4 ans, il a été retrouvé mort dans la Vologne, et il y a des rebondissements tous les ans, il y a encore eu des trucs, il y a 2 jours, il y a 1 semaine, enfin c'est vraiment le truc qui n'en finit pas. On sait pas qui seront les acteurs, on sait déjà que le showrunner c'est Gilles Marchand. Gilles Marchand c'est lui qui avait fait Harry, un ami qui vous veut du bien, il y a assez longtemps, mais qui a fait récemment Dans la forêt, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. On passe aux sorties du mois d'avril. Alors, le guilty pleasure
très TF1-esque, parce que c'est ABC, donc forcément c'est TF1 qui va le diffuser. C'est The Crossing, qui rappelle un mélange entre The Event, bof, Flash Forward, Lost et surtout les 4400. The Crossing, c'est l'histoire d'une petite ville côtière des États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, et tout à coup, il y a des réfugiés qui sont retrouvés noyés. Il y a vraiment des centaines de cadavres qui flottent dans l'eau, et puis il y a quelques survivantes et survivants. Donc le shérif local est appelé là, et le truc, parce que bon, là on se dit ok, c'est une catastrophe humanitaire, mais le twist, c'est, et pour ça que ça nous rappelle beaucoup ce genre de série que j'ai cité auparavant, ces gens-là disent venir du futur. Et ce sont des Américains et des Américaines qui fuient la guerre civile qui se passe aux États-Unis pas mal d'années plus tard. Alors c'est vraiment un guilty pleasure, c'est une série où on s'en fout un peu du shérif, finalement, il a ses problèmes de divorce, franchement ça nous... Mais on a envie de connaître la fin, c'est un peu ces séries-là où on a envie de connaître le dénouement, pour le futur, d'où ils viennent, machin, surtout qu'on apprend que certains sont déjà dans les hautes instances du gouvernement, que ces réfugiés du futur ont déjà infiltré, on va dire, les Américains du présent. Autre sortie sur Canal+ série, la série assez attendue, Trust, qui est un peu magnifique, c'est Danny Boyle qui réalise, je sais pas, c'est un petit mec, je sais pas si vous connaissez un peu Danny Boyle, je pense qu'il y a pas mal d'avenir dans la profession. C'est l'histoire de l'enlèvement du petit-fils de Jean-Paul Getty, pardon, le magnat du pétrole multimilliardaire, donc il est décédé. Son petit-fils avait été enlevé à Rome dans les années 70, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est une histoire qui avait déjà été traitée par le film de Ridley Scott, Tout l'argent du monde, vous savez, où Kevin Spacey a été remplacé au pied levé par Christopher Plummer, et ça a coûté 10 millions de dollars. Bravo Kevin, pas bravo. Sur Netflix, on a, alors, j'ai annoncé, alors pas à vous forcément, mais bon, j'ai annoncé que 2018 sera l'année de la SF, et 2019 encore plus. Je pense qu'on est parti pour vraiment avoir un nombre de séries science-fiction et post-apocalyptiques qui vont sortir, mais alors ça va être, si vous n'aimez pas ça, bah, bouchez-vous les oreilles, fermez les yeux, hein, parce que des os, pas des os, ça va sortir très très vite. Lost in Space, perdu dans l'espace, qui vient de débarquer sur Netflix. Alors c'est un remake d'une série des années 60, qui est une série familiale, donc vraiment tout le monde peut être devant la télé, il n'y a pas de problème. C'est l'histoire de la famille Robinson, donc on a bousillé la Terre. Alors ça c'est pas de la SF, hein, c'est la vérité. On a bousillé la Terre, donc on envoie des familles pour coloniser l'espace qui est hostile. Hein, un petit peu comme dans Night Flyer, s'il n'était pas hostile, qu'est-ce qu'on se ferait chier à regarder une série où les gens se font des tartines en apesanteur. Alors là, ils sont pas tout seuls, hein, les Robinson à être allés dans l'espace, mais eux sont arrivés, ils ont eu un petit atterrissage un peu problématique sur une planète qui n'est pas très sympa, avec, et on le voit dans le trailer, on voit des vraies bestioles un peu flippantes, des vrais aliens, mais qui s'avèrent être pas trop dégueulasses avec eux. Donc à suivre, il y a une saison 2 qui est en cours d'écriture, même si elle n'a pas été tout à fait officialisée au niveau du renouvellement, mais à voir. En tout cas, c'est bien de faire une série où toute la famille peut être devant et pas un truc hyper enfant ou hyper adulte. Je trouve que ça manque un petit peu les séries SF pour tous les âges. Ma chouchoute du mois d'avril s'appelle Killing Eve et c'est la nouvelle série de la créatrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, qui est britannique, qui est géniale, je l'aime. Épouse-moi s'il te plaît, Phoebe, ou adopte-moi, je sais pas, on a le même âge, c'est un peu bizarre. Killing Eve, c'est avec Sandra Oh, vous savez, c'était Christina Yang dans Grey's Anatomy, et avec Jodie Comer qui jouait dans 13, je crois bien. C'est l'histoire de Sandra Oh qui bosse, qui est fonctionnaire au MI5 ou MI6, en tout cas les renseignements britanniques. Elle s'emmerde un peu dans son petit bureau, on lui fait pas trop confiance pour mener des grosses enquêtes. Et Jodie Comer, elle joue une assassin international, une nana qui va buter des gens dans tous les pays possibles du monde et qui est assez libre, enfin même carrément libre, carrément indépendante, hyper badass. L'autre aussi l'est, mais à son petit niveau de fonctionnaire des renseignements. Un diplomate russe se fait tuer, Sandra Oh dégaine tout de suite son flair en disant « moi je suis sûre que c'est une meuf qui l'a tué » et on lui confie l'enquête. Alors c'est un vrai jeu du chat et la souris, puisque l'autre va être au courant que quelqu'un est sur sa piste, donc il y a une vraie dynamique géniale. C'est extrêmement drôle. Il y a des touches d'humour british assez marrantes, un peu à la The Office finalement, parce que vous allez voir, c'est pas un spoil, hein, à la fin de l'épisode 1, on le voit, elle va donc, Sandra Oh, être amenée à être sur la piste, à enquêter sur cet assassin. Et ses acolytes qui vont bosser avec elle sont assez rigolos, notamment un sidekick, son ancien collègue qui est aux petits oignons. Je ne vous dis que ça, c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup d'action, c'est une série qui va être diffusée par Canal+, parce qu'ils viennent d'acheter les droits. On passe maintenant aux reprises du mois d'avril. Alors c'est que des saisons 2. Alors en premier c'est Légion. Légion, c'est
pas une série facile. Mais c'est une série, si vous réussissez à rentrer dedans, qui est tellement satisfaisante, c'est un orgasme visuel. C'est Noah Hawley qui l'a créé, c'est celui qui a créé la série Fargo. Alors Légion, quand je pitch Légion aux gens, ils me disent « Ah non, c'est pas pour moi, non merci, moi j'aime pas les mutants, j'aime pas les X-Men ». Ça n'est pas un film X-Men, ça n'a rien à voir. C'est l'univers X-Men puisqu'on a David est le fils du professeur Xavier, mais on n'a pas encore vu le professeur Xavier. Je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, donc après c'est pas un énorme spoil, hein, vraiment, vous pouvez rester, mais bon quand même, vous venez pas vous plaindre dans les commentaires qu'on n'est pas prévenu. Hein. Légion, c'est l'histoire de David, donc on rencontre au début de la saison 1 dans un hôpital psychiatrique. Il est traité pour schizophrénie, mais on se rend compte que c'est un mutant, qu'il a des super pouvoirs, et c'est un mutant qui a beaucoup de pouvoirs. Il est très fort. En revanche, il a une espèce de parasite dans la tête. Ce parasite, on l'apprend, c'est le Shadow King, qui s'appelle Farouk en vrai, qui est un mutant encore plus puissant. Et dans la saison 2, on a effectivement la poursuite. On est à la poursuite de Farouk, qui est vraiment le grand méchant. Légion, c'est donc un orgasme visuel, un orgasme sonore, c'est la série la plus créative du moment, c'est magnifique, on plonge dedans, on a l'impression qu'on a fumé un truc, franchement c'est normal, d'accord? Il y a énormément de choses à décoder. Si vous êtes sur Reddit, si vous êtes sur le subreddit Légion, mais c'est encore pire que le subreddit Game of Thrones et Westworld, puisque là, on est vraiment dans une espèce d'univers assez crypté, pas facile à comprendre. On est sur plusieurs timelines aussi, on ne sait pas si on est dans le réel, on a une sorte de... C'est un peu à la Inception, quoi. On est dans deux sous-strates du réel. Et dans la saison 2, c'est John Hamm qui introduit les épisodes, qui fait la voix du narrateur, et cet épisode décrypte et décode un peu les mécanismes de la folie. C'est fascinant. Mon autre chouchoute, enfin c'est un peu que des séries, je suis un petit peu que ce qui me plaît, hein, je suis là pour ça. The Handmaid's Tale, qui est donc La Servante écarlate, qui recommence, saison 2. Là, on a quitté Offred June, hein, qui est le même personnage. Elle a été, on dirait un peu que c'est les yeux, donc la police secrète de Gilead, qui l'ont embarquée dans une camionnette. A priori, elle est exfiltrée par la résistance, donc elle est libre, enfin. Donc les questions, c'est qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle va retrouver son mari, Luke, qui est réfugié au Canada avec sa meilleure amie, Moira, Samira Wiley de mon cœur, que j'aime beaucoup dans Orange is the New Black. Bon, moi, perso, je me fous un petit peu de l'arc du mari, il me gave un peu, je trouve ça un petit peu chiant. Mais on a l'impression que c'est pas non plus hyper facile pour eux d'être réfugiés au Canada. Pendant ce temps, à Gilead, c'est toujours la merde, c'est toujours les pendaisons de servantes, hein, le patriarcat n'a toujours pas renoncé à faire chier le monde. Donc la saison 2 s'éloigne du livre, puisque dans le livre, alors il n'y a pas de spoiler, hein, vous avez vu la saison 1, vous avez lu le livre, ce qui se passe dedans, c'est ce qui se passe dans le livre, donc il n'y a pas de problème, restez ici. On va enfin voir les colonies. En fait, dans le bouquin, on nous dit que ce qu'on appelle les anti-femmes, donc les femmes qui ont essayé de résister à Gilead, les femmes qui sont lesbiennes par exemple aussi, sont envoyées aux colonies et a priori elles bêchent du déchet radioactif, ce qui n'est pas très bon pour la peau ni pour la santé. Hein. Donc on va enfin découvrir à quoi ça sert, ce qui se passe dans les colonies et voir un peu ce que devient June. Est-ce qu'elle va retrouver sa fille aussi? C'est un peu la fin de la saison 1. En tout cas, ça risque d'être toujours aussi glaçant, de coller des frissons et surtout de se battre pour que ça n'arrive jamais. La reprise aussi, Julie en avait parlé dans le JT des séries du mois de mars dernier, la reprise de 3%, saison 2, donc c'est pas 10%, hein, rien à voir. C'est la série brésilienne de Netflix qui est vraiment super bien aussi, je vous conseille. Ça se binge, mais comme c'est un petit bonbon comme ça. Cliffhanger sur cliffhanger, c'est vraiment super. Donc c'est dans un futur où le fossé entre pauvres et riches s'est tellement creusé que les riches habitent carrément sur ce qu'on appelle l'autre rive. Et chaque année, petit rappel des faits, il y a une espèce de série d'épreuves où quelqu'un, si il ou elle gagne à la fin, a la chance d'aller retrouver le ghetto de riches sur l'autre rive. Dans cette saison 2, il y a le 105e processus, et on va retrouver les héros et héroïnes de la saison précédente. On ne fait toujours confiance à personne dans 3%, c'est ça qu'on aime. C'est beaucoup de chacun pour sa gueule, c'est beaucoup de trahison, c'est soit t'es pour la cause, soit tu n'es pas pour la cause et tu es pour le processus, et t'es avec les instances qui décident qui ont le droit de vie ou de mort sur chacun et chacune. En tout cas, il va y avoir aussi des nouveaux candidats et candidates au processus, donc on espère que les épreuves et les défis seront encore plus tordus que la saison 1 parce que ça nous fait bien plaisir. Et évidemment, comment ne pas parler de Westworld saison 2 qui vient tout juste de commencer, mais je vous laisse avec mes camarades Julie, Mélanie et Léo pour décrypter, décortiquer, décoder, vous faire toutes les théories, les trucs, les trailers sur cette saison où on a encore des timelines différentes et où on risque de voir plusieurs parcs. Deux petits bonus. Mon premier, c'est mon coup de cœur d'épisode. C'est pas la peine d'avoir vu la saison, d'avoir vu la 1, c'est pas grave. Atlanta, saison 2, épisode 6, Teddy Perkins.
Je sais pas si vous voyez, j'ai vraiment des frissons quand j'en parle. Cet épisode est extraordinaire. Ce truc-là va avoir des Emmy Awards à gogo l'année prochaine. Non, c'est cette année, je sais même plus. Mais vraiment, regardez-le, procurez-le vous. C'est sur OCS que ça passe, Atlanta, je crois. Saison 2, épisode 6. Encore une fois, pas besoin d'avoir vu tout le reste, on s'en fout. Vous allez voir, c'est un chef-d'œuvre. Et pour les fans inconditionnels de Game of Thrones que vous êtes et que nous sommes aussi, vous le savez bien, vous venez pour ça, on le sait, bande de petits coquinous, il y a une exposition qui promet d'être époustouflante. Ce sera du 1er juin au 2 septembre cette année. Ce sera au Parc des Expositions, Porte de Versailles, à Paris. Bah oui, désolé. Sur 2000 m², il y aura une expo entièrement dédiée à l'univers de la série. On pourra s'immerger dans Essos, on pourra aller sur le mur, on pourra s'asseoir sur le trône, mais pas celui où vous jouez à Candy Crush, en faisant croire aux gens que vous êtes en train de faire autre chose, et puis il y a le dérouloir de PQ qui fait du bruit. Sur le vrai trône de fer. On en parlera plus dans les points GOT mensuels. Peut-être qu'on ira faire un tour, on sait pas, on verra bien, petite surprise. Si j'ai oublié des infos, des actus, des trailers qui vous tiennent vraiment à cœur, des grosses sorties dont j'ai pas parlé, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, abonnez-vous, partagez cette vidéo, dites à vos potes, ouais, j'aime vraiment beaucoup ce JT parce que je découvre vraiment des séries géniales. Merci Nora, merci les fanatiques. En attendant, salut!